Un an après le début de la guerre en Ukraine, le combat économique continue malgré la poursuite des conflits. La reconstruction du pays a déjà débuté et la compétition entre les alliés de Kiev s'annonçait une toute autre bataille. Bonjour Thierry Fabre. Bonjour. Rédacteur en chef au magazine Challenge, avec un numéro spécial consacré sur la guerre en Ukraine que vous avez coordonné et vous rentrez, vous personnellement, tout juste d'Ukraine, vous avez réalisé justement sur ce papier, sur la reconstruction qui a débuté. Alors en fait, ça peut paraître assez surprenant, on est donc effectivement un an tout pile après le début du conflit, de parler de reconstruction. Est-ce que ça veut dire que sur place, là-bas, on considère que la guerre est terminée et que tout est déjà joué? C'est vrai que c'est paradoxal et chaque fois que je parlais de mon projet d'enquête sur la reconstruction, les gens souvent ouvraient de grands yeux en disant reconstruire sous les bombes. Il faut avoir en tête que désormais, le conflit est très localisé dans le Donbass, dans l'est du pays, où là, c'est effectivement, on ne parle évidemment pas de reconstruction. Ailleurs dans le pays, il y a encore des bombardements périodiques, mais la défense antiaérienne fait des progrès, ce qui fait que Kiev, par exemple, est beaucoup mieux protégé. Moi, pendant ma semaine passée à Kiev, j'ai eu 3 alertes à la bombe, mais aucun bombardement. Donc, en attendant, il faut bien avoir en tête que la vie continue. Oui. Quand on arrive à Kiev, j'ai du mal souvent à expliquer ça. En France, on a l'impression qu'il faut porter un gilet pare-balles, mais non, les gens, la vie est tout à fait normale, les restaurants sont ouverts, il y a des bouchons à l'entrée de la ville, et donc on reconstruit ce qui a été détruit. Alors, notamment à Kiev, aux alentours, il y a eu des batailles terribles à Hostomel, l'aéroport, où je suis allé visiter des premiers projets, où là, vraiment, les quartiers sont dévastés, mais ça y est, les premiers projets immobiliers sont en cours, avec notamment une entreprise française très intéressante, une PME qui s'appelle NeoEco, une PME nordiste, très dynamique, et qui est en train de reconstruire 6 immeubles à côté de cet aéroport, il y a des réunions avec les résidents qui parlent de leur nouvel immeuble, avec des problèmes de voisinage, enfin ça paraît un peu hallucinant, mais on en est quand même déjà là, alors même si c'est le début de cette reconstruction, mais il y a déjà des projets concrets. Il y a déjà des projets concrets, et juste un mot pour boucler entre guillemets sur cette histoire de dégâts finalement. C'est quoi aujourd'hui l'ampleur des dégâts, peut-être même d'un point de vue très économique finalement? Là, effectivement, on l'imagine quand on le voit effectivement dans la ville, mais économiquement, est-ce qu'on a quand même une image très précise aujourd'hui de ce qu'est exposé l'Ukraine? Alors, les économistes essayent de faire leur estimation. L'estimation, c'est 100 milliards de dollars d'impact direct de la guerre. On voit effectivement à Kiev ou alentour cet impact. Dès qu'on s'approche du front, il y a certaines villes qui sont détruites à 70 voire 90%, comme Izium, si vous voulez, où il y a des villes qui sont totalement à reconstruire. Donc les ordres de grandeur, c'est 100 milliards. Il faut savoir que le PIB de l'Ukraine, c'est 200 milliards. Et le coût total de la reconstruction chiffré par la Banque mondiale, ils arrivent entre 500 et 600 milliards de dollars, avec une reconstruction massive où il faudrait même refaire les infrastructures qui datent de l'ère soviétique. Donc le marché, entre guillemets, est énorme. C'est beaucoup plus que ce qu'on a connu précédemment dans les Balkans, la guerre en Irak. Donc ce sera vraiment le grand projet de ce début de siècle, avec effectivement... Par rapport à ce projet-là, on n'en est effectivement qu'au début, parce que souvent les entreprises sont craintives. Vous savez, certaines boîtes françaises, par exemple, interdisent à leurs cadres d'aller en Ukraine. Vous avez souvent beaucoup de petites boîtes d'architectes, de cabinets d'ingénierie qui sont déjà sur place, parce qu'ils sont flexibles. Mais nos grands groupes, les Vinci, Bouygues, Lafarge, etc., ils y vont encore de façon... Ils y vont vraiment à tâtons, pour le coup. À tâtons, et je pense qu'ils attendent vraiment... plutôt la fin de la guerre, ou en tout cas qu'il y ait plus de sécurité dans ces coins-là. Mais c'est ça qui est aussi très intéressant dans ce que vous avez vu et écrit finalement, c'est qu'effectivement, il y a des entreprises françaises, quelques grandes entreprises françaises, mais il y a effectivement aussi tout un tissu, vous le citez, la PME nordique, tout un tissu de PME finalement, qui possèdent des boîtes plus agiles et qui sont déjà sur place et qui regardent des choses très concrètes. Exactement. Par exemple, des cabinets d'architectes. Ils sont, notamment un architecte français, Martin Duplantier, extrêmement dynamique, qui est sur un projet à Boutcha, cette ville martyr, où on a découvert d'énormes charniers. Il a démarré un projet de centre culturel franco-ukrainien. Il est dans l'est, près de Tcherniv, pour lancer un hôpital pour soigner les blessés de guerre, physiquement, psychologiquement. Ces petites structures, elles sont déjà en train pratiquement de lancer des projets, et c'est très intéressant parce que les autorités ukrainiennes
attendent ça. Oui. C'est-à-dire qu'elles disent la reconstruction, il faut la lancer maintenant. Ouais. Vous savez, il y a de grandes conférences internationales qui se sont multipliées ces derniers mois. On a annoncé des grands montants d'aide et de dons. Sur le terrain, les Ukrainiens vous disent, écoutez, vous êtes sympa avec vos promesses de dons, mais nous, on voudrait que ça arrive plus vite. Oui. Et il y a une grosse attente. Et parfois un peu de désespoir. Moi, je suis allé dans une ville notamment qui s'appelle Irpin, à côté de Kiev, qui a aussi été ravagée en grande partie. Quand on va dans les quartiers et qu'on discute avec les gens, on voit des gens qui vivent encore dans des immeubles à moitié détruits, sauf que leur appartement n'a pas été détruit, donc ils vivent encore là, mais dans des conditions pas possibles. Il n'y a plus de chauffage, il y a des fuites d'eau dans le toit. Donc c'est ça encore l'Ukraine dans certains lieux. Et donc les gens attendent évidemment la reconstruction qui, de leur point de vue, tarde. Qui est un point de vue qui effectivement tarde. Il y a des entreprises françaises qui sont très présentes par ailleurs, et vous le précisez dans le papier, mais c'est aussi un petit peu en attendant le rouleau compresseur des alliés là, qui peuvent commencer à arriver, et là ça ne va pas être la même chose. Alors c'est la grande crainte des Français. D'ailleurs, on le sait peu, mais la France, les entreprises françaises sont en pole position en Ukraine, avec notamment dans la grande distribution. C'était déjà le cas avant la guerre. Voilà. C'est ça. Auchan est en pole position, et dans la banque, BNP et Crédit Agricole sont les deux grandes banques du pays. Et donc, ces entreprises ne sont pas arrêtées de fonctionner et donc ont participé au fait que l'économie résiste, même s'il y a eu une forte baisse du PIB de l'ordre d'un tiers. Que va-t-il se passer pour les grands projets ? La crainte des Français sur place, c'est de voir le rouleau compresseur américain, effectivement, où les Américains écrasent les Européens en termes d'aide militaire. Poussez-vous, on arrive. Notamment. Et donc, ils vont monnayer un peu cette aide militaire. C'est ça. Exemple, lorsque j'étais à Kiev, il y a eu une grande conférence de la Chambre de commerce américano-ukrainienne, un grand raout avec 400 personnes pour annoncer une nouvelle aide à l'Ukraine. Et ça a révélé, selon un Français présent sur place, le rouleau compresseur avec la communication américaine qui arrive en disant voilà ce que nous, on sait moins faire en France. Exactement. Et donc la grande crainte, c'est de dire que finalement, en aide civile, on donne pas mal, mais qu'on risque d'être un peu en retard. On le voit déjà sur des conférences. Il y a eu une grande conférence en Pologne où les Français étaient très peu présents, alors que les Allemands l'étaient beaucoup plus. Donc voilà, on a notamment ces petites structures mettent en alerte, ces PME que j'ai rencontrées, en disant on ne voit pas assez les entreprises françaises, elles sont encore trop craintives, mais les positions, elles sont déjà à prendre parce qu'il y a déjà des choses à faire concrètement en Ukraine. Et qui va payer justement cette reconstruction ? On parlait de monnayer effectivement un petit peu les reconstructions, mais finalement fondamentalement, qui va payer le nouvel immeuble, l'aéroport, les quartiers, les places, les centres commerciaux ? Alors pour l'instant, le problème de ces petites structures, c'est qu'elles ont du mal à avoir des financements. Là, ça se fait par exemple sous forme de dons. Cette entreprise Néo-Éco que j'ai rencontrée, ils ont lancé un appel à des fondations, mais on ne pourra pas reconstruire uniquement par la générosité. Donc il y a aussi les grandes institutions internationales comme la BERD qui sont déjà très présentes. Et ensuite, je pense que ça va se mettre en place une fois que... Alors, il faut voir combien de temps va durer la guerre, mais je pense qu'à un moment donné, les grandes institutions vont se rendre compte qu'il faut avancer beaucoup plus rapidement et ne pas attendre à la fin de la guerre. Et donc, il y a déjà des promesses de la part de la Banque mondiale, FMI, etc. Mais c'est vrai que c'est des promesses qui tardent à se mettre en place. Donc, voilà, ça va être les grandes institutions. La France également. Pour l'instant, on passe via la direction du Trésor. L'Agence française de développement, qui est notre bras armé de l'aide, elle n'a pas encore mandat pour aller en Ukraine, ce qui est un peu regrettable. C'est-à-dire que je pense que c'est l'institution qu'il faudra lancer pour mettre en œuvre effectivement ces grands projets. En fait, le financement ne posera, à mon avis, pas de problème. Ce qui posera plus de problème, c'est le type de projet. C'est aller concrètement trouver les bons projets et qu'ils soient relativement rapides. Parce que c'est faire face à l'attente des Ukrainiens. Et justement, vous parlez des Américains. Quels sont finalement aussi les autres ? Est-ce qu'il y en a d'autres, par ailleurs, d'alliés là, qui sont en mesure de commencer à regarder ça et à lorgner aussi un petit peu le gâteau de la reconstruction au-delà de ce duopole franco-américain ? Oh, on a évidemment les voisins, c'est-à-dire les Polonais, par exemple, sont extrêmement actifs et les Allemands ont de grandes relations avec l'Ukraine. Donc évidemment, ils ont multiplié les missions déjà. Je vous parlais de cette grande conférence en Ukraine. Il y en a eu une aussi à Berlin en octobre dernier. Donc évidemment, ils vont être très présents. Si vous voulez, moi j'ai rencontré une société très intéressante qui s'appelle Aegis, un cabinet d'ingénierie qui mène un petit peu les entreprises françaises. Donc eux-mêmes
commence à réparer. Je suis allé visiter un pont qui est réparé par les ingénieurs d'Egis. On a des choses concrètes, mais je les sens un peu seuls. Voilà, bon, la crainte, c'est que les Bouygues, Lafarge, Vinci tardent un peu à y aller. Si j'avais un conseil à leur donner, c'est d'aller vraiment d'ores et déjà sur place. C'est-à-dire les conditions de sécurité, elles sont quand même relativement garanties quand on est loin du front. Il y a évidemment, c'est plus risqué que d'être à Paris, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur la ligne de front au Donbass. Et donc, il y a des choses concrètes à faire et il ne faut pas attendre la fin de la guerre pour reconstruire l'Ukraine. C'est le message que veulent faire passer les autorités ukrainiennes et qu'il faut faire passer à nos sociétés françaises. Et qui pourrait donc intéresser effectivement nos grands groupes. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci. Thierry Fabre d'être venu nous voir, rédacteur en chef donc au magazine Challenge. Qu'est-ce qu'on lit à la une de Challenge cette semaine? Alors, Vaincre Poutine, c'est un titre très engagé où on détaille un petit peu la confrontation militaire et surtout, on a un grand papier de notre envoyé spécial dans le Donbass qui explique ce qu'il faudrait en termes militaires à l'Ukraine pour vaincre l'agresseur russe. Et autre point, on explique pourquoi cette économie russe a autant tenu. C'est la mauvaise surprise des côtés occidentaux. On pensait que les sanctions occidentales allaient porter leurs fruits et en fait, on voit une extrême résistance de l'économie avec une grande débrouille des entrepreneurs. On est allé les voir sur place et ce qui fait que l'impact est finalement relativement limité. Encore faut-il que les chiffres qui nous donnent soient les bons, mais ça c'est un autre sujet. Merci beaucoup Thierry Fabre d'être venu nous voir aujourd'hui dans Ecorama sur Boursorama.